cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 4 août 2025. Vous êtes sur ESAE TV et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Cet après-midi, je reçois pour vous Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Bonsoir Hamzat. Bonsoir. Ça fait longtemps. C'est un plaisir renouvelé d'être présent sur ce plateau. Bonsoir Martial. Bonsoir Tatiana et bonsoir nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur le plateau. Alors cet après-midi, l'Afrique, l'Allemagne, les États-Unis et l'Iran s'invitent au décryptage de l'actualité internationale. Du côté de l'Afrique, droit de douane des États-Unis avec l'Afrique, les conséquences créées et des craintes au niveau de certains pays producteurs. Depuis le 31 juillet, les nouveaux droits de douane américains touchent également l'Afrique. Hamzat. Oui, c'était prévisible. Je pense déjà il y avait un an, lors du sommet États-Unis-Afrique, la crainte était déjà dans l'air. Plusieurs États africains étaient en train de craindre par rapport à l'avenir justement de l'AGOA. Et le président Joe Biden avait essayé de rassurer comme il le pouvait les États africains par rapport à la reconduction de l'AGOA, même si l'élection de Donald Trump allait certainement mettre un arrêt à ce traité qui favorisait les échanges commerciaux entre le continent et les États-Unis. Alors, quelques mois après, donc cette élection de Donald Trump, les États africains sont confrontés à leur propre réalité, c'est-à-dire ils sont face à un chef d'État conservateur qui veut beaucoup plus mettre en avant les priorités des Américains et des États-Unis, dit-il, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Mais dans le fond, aujourd'hui, je pense que le rapport commercial entre les États-Unis et tous les autres États, que ce soit les États du continent européen, aussi bien du continent africain, est en train de basculer dans l'autre sens. L'autre sens que j'évoque ici, c'est qu'il revoit, il renégocie les pourcentages, il renégocie tout ce qu'il y a comme traité et malheureusement, les États africains vont en souffrir hein, de cette nouvelle mesure qui va certainement contraindre plusieurs États à revoir à la baisse leurs exportations vers les États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi dire que la politique étrangère de Donald Trump, surtout commerciale, n'est pas du tout encline à aller dans le sens de la mesure, de l'avantage surtout des autres partenaires. Et je pense que c'est là le drame de l'histoire, puisque les États africains importent beaucoup des produits, enfin les matières premières, pour espérer en retour des devises, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas et je pense que c'est dramatique pour ces États africains et aussi pour les États-Unis qui, dans un certain sens, bénéficiaient de ces matières premières à des coûts qui défiaient toute concurrence. Alors, dites-nous un peu, selon vous, pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas, dans un premier temps, échappé à cette sentence, quand on sait quand même que les États-Unis et l'Afrique ont quand même un partenariat commercial assez bien, même si c'est un partenariat commercial secondaire? Mais il faut le dire, les États africains ne pouvaient pas échapper à cette dynamique parce que ce n'est pas lié aux États africains. La situation n'est pas liée aux États africains. Ce n'est non plus lié aux États auxquels ces États se sont imposés, mais c'est lié à une vision
de la politique étrangère des États-Unis sous l'administration Trump qui vise à mettre les Américains aux premières loges, parfois même au détriment des autres États ou des autres partenaires probables. Et tout ceci s'inscrit dans une dynamique de guerre commerciale avec la Chine et d'autres puissances, notamment la Chine. Le président Donald Trump se rend certainement compte avec les rapports qui lui sont fournis de l'omniprésence de plus en plus importante de la Chine sur tous les marchés, y compris en Afrique. Et donc, dans la dynamique de ralentir cette évolution, cette expansion fulgurante de la Chine, alors le président Donald Trump a estimé que la meilleure des manières, c'est d'imposer des taxes élevées à ces États, à la Chine et à d'autres États également, afin de ne pas se retrouver, être directement victime de cette expansion de la Chine. Maintenant, il faut savoir que tout ceci est fait dans une proportion très mesurée. C'est vrai, on dit que les États-Unis imposent des droits de douane élevés aux États africains, à d'autres États, mais comme M. Hamzat vient de le soulever, les États-Unis importent également suffisamment de matières premières. Et donc, au niveau du continent. Justement, donc ces matières premières sont exemptées, sont protégées d'une certaine manière. Vous voyez, l'Afrique du Sud est le premier État directement impacté par ces éléments, ces droits de douane, mais on se rend compte que les minéraux sud-africains ne sont pas taxés, on ne le dit pas assez fort, mais ces taxes prises à l'encontre de certains États ne vont pas à l'endroit de certains minéraux indispensables pour le fonctionnement des États-Unis d'Amérique. Et donc, il faut savoir que c'est un jeu stratégique qui se joue. On impose les taxes, mais pas sur tout. Alors, justement, il a parlé de l'Afrique du Sud. On constate que l'Afrique du Sud, comme d'autres pays également, ont décidé d'aller négocier tout seul. Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce que c'est la bonne méthode? Et puis, le deuxième volet de ma question, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas maintenant que la zone de libre-échange doit véritablement porter ses fruits? Oui, cette question, on l'avait toujours posée. Est-ce que l'Afrique doit aller seule, en un seul bloc face à la signature de certains traités, ou y aller séparément? Et dans un premier temps, on se disait, oui, il est important que les États africains aillent en bloc défendre leurs intérêts tous ensemble, histoire de se faire respecter. Mais on ne peut pas oublier non plus qu'au sein du continent, il y a des superpuissances, en griffe, je dis superpuissances pour ne pas fâcher les uns et les autres. Mais quand dans ce continent, j'isole l'Afrique du Sud, j'isole le Nigeria, qui est aussi une puissance économique respectable et militaire aussi respectable, l'Égypte et quelques pays du Maghreb, eh bien, on se rend compte qu'au sein du continent, il y a des États capables d'aller vraiment frontalement, en tout cas, d'aller envers des puissances occidentaux, des puissances occidentales, je veux dire, pour négocier en tête-à-tête au gré de leurs intérêts aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, je ne trouve pas mauvaise cette stratégie de l'Afrique du Sud qui va uniquement dans le sens de leurs intérêts. A contrario, on peut également constater que cela n'avantagera pas les autres États, les autres petits États en griffe qui se cherchent déjà pour les questions de développement, qui n'ont pas terminé d'aborder même les questions liées à leur progrès économique, à leur développement, comme je l'ai déjà mentionné, et qui n'ont pas un poids géostratégique, géopolitique pour se faire entendre. Quand je prends un État comme le Togo, comme le Bénin, ils n'ont pas un poids conséquent comme l'Afrique du Sud. Donc, évidemment, l'Afrique du Sud, il va en fonction de ses intérêts. L'Afrique du Sud, il va en fonction de ses priorités et on peut les comprendre là-dessus. Le continent africain, je pense, est mal parti depuis longtemps. Déjà, à travers la constitution d'une Union africaine qui n'avait pas, en quelque sorte, réussi à mettre en place une structuration économique unique, c'est-à-dire en allant à ces sommets, en allant comme invité parfois au G7 ou au G8, eh bien, l'Union africaine ne réussissait pas à imposer cette voie économique unique du continent. Pourtant, il le fallait.
c'était ce qu'il fallait. Il fallait créer une ossature, il fallait créer déjà une fondation pour qu'en période de crise, comme on le constate aujourd'hui, cela n'ait pas d'impact conséquent sur les échanges. Aujourd'hui, Donald Trump réagit face à l'Afrique et au monde entier parce qu'il est puissant, en tout cas parce qu'il estime qu'il est puissant face aux autres. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on va dans les réalités. Je parlais tout à l'heure et mon confrère l'a rappelé par rapport à la question des importations des matières premières. Ils ont besoin de l'Afrique autant que l'Afrique a besoin d'eux. Mais dans le narratif américain, dans le narratif trumpien, eh bien, c'est la superpuissance qui domine les échanges et qui est à mesure d'imposer sur un coup de tête. Parce qu'il faut rappeler que Donald Trump, c'est un chef d'État qui impose des décisions sur un coup de tête. Et parfois, c'est pas réfléchi, parfois il revient sur ses décisions. C'est peut-être l'opportunité, je finis là-dessus, pour les États africains de rebâtir une stratégie géopolitique et géostratégique à l'endroit des États-Unis et des autres partenaires. J'inclus la Chine, j'inclus la Turquie, parce qu'il va falloir savoir se vendre au mieux pour surenchérir en réalité. Si les États africains comprennent ces enjeux, je pense que véritablement la balance pourrait basculer dans les prochaines 5-10 années, parce que justement, savoir se vendre peut amener les Occidentaux à comprendre qu'en réalité, ils ont besoin de ces États. Que ce soit en rang dispersé, que ce soit en voie unie, je pense que ce n'est plus la priorité aujourd'hui. La priorité, c'est que chaque État puisse défendre ses intérêts et puisse justement imposer sur la balance commerciale les priorités qui s'imposent. Alors justement, vous avez parlé de tout ce que vous avez dit. En tant qu'analyste géopolitique, dites-nous un peu pourquoi ces droits de douane sont séquencés. Quand je parle de séquencés, on voit que l'Algérie et la Libye en ont pour 30%, la Tunisie en a pour 25%. Alors maintenant, du côté de l'Angola, du Cameroun, du Tchad et la RDC, on en a pour 15%. Il faut comprendre que même depuis le début, les droits de douane n'étaient pas au même frein pour les États imposés. Tous aussi varient en fonction d'un certain nombre de critères, d'éléments pris en compte. C'est déjà la capacité d'exportation de ces États, combien est-ce que ces États produisent et envoient sur le marché international ou sur le marché américain. Cela dépend également des relations entre les États-Unis et ces États, ces relations pouvant être plus ou moins cordiales ou tendues selon l'État dont il s'agit. Et donc, troisième élément, c'est combien les États-Unis sentent que cet État représente une menace du point de vue économique. Donc, on ne pourrait pas imposer un même tarif à tous les États. Et ça va de plusieurs critères qui ont été pris en compte certainement par le président Donald Trump. Maintenant, il faut revenir sur certains éléments importants de mon confrère, déjà sur le fait que le continent africain, la nécessité pour le continent africain d'aller de façon unie sur la scène internationale, de parler d'une voix unique et même sur le plan économique. Mais c'est très difficile. Aujourd'hui, il est très bien facile de le dire ainsi, mais c'est difficile parce que déjà depuis la base, la fondation, la création même des États africains a été faite sur une base de division. On a vu comment est-ce qu'à la conférence de Berlin, les États européens, les puissances d'alors, voilà, les puissances ont dû partager, ont dû diviser l'Afrique, et cette division qui a été opérée sans tenir compte des réalités des populations, des cultures qui existent, a créé une certaine fracture existentielle pour les États africains, ce qui fait que la plupart de ces États aujourd'hui auront du mal à discuter, à parler d'une seule voix sur la scène internationale. À cela vient s'ajouter des conflits occasionnés par ces divisions-là. Quand vous avez un État comme l'Afrique du Sud qui a la possibilité, a la capacité d'aller à lui seul sur la scène internationale. Négocier avec les États-Unis. Négocier avec les États-Unis, la Russie, même la Chine. Mais que cette Afrique du Sud doit se voir négocier d'abord avec les petits
entre griffes, les petits États africains avoir des attentes avant de se rendre là-bas. Mais il faut savoir que les intérêts de l'Afrique du Sud sont prioritaires et donc les États, comme on le dit, ce n'est que les intérêts qui les guident. Alors, Oui, il mais n'est plus forcément opposé. avec votre permission, Martial, est-ce Oui. que cette façon de procéder de Donald Trump, est-ce qu'il n'évolue pas déjà un peu en mode chantage? Non, mais est-ce qu'il faut dire qu'il évolue en mode chantage? Ça a toujours été sa manière de travailler, de négocier. C'est de mettre la pression et après on négocie. Et c'est cette méthode, jusqu'à présent, Oui, cette méthode porte malheureusement ou heureusement des fruits. Et c'est justement pour cela que le président Donald Trump n'hésite pas à continuer dans cette logique. Mais il y a un risque aujourd'hui, c'est que les États africains se retrouvent face à une multitude de choix de partenaires. Et aujourd'hui, la tendance peut basculer très rapidement, même si ça va se faire lentement, parce que la relation entretenue avec les États-Unis pendant plusieurs années ne pourrait pas se défaire du jour au lendemain au profit d'une autre quelconque relation, que ce soit avec la Chine, la Russie ou même la Turquie, ces États qui avancent, l'Inde également qui ne cesse de progresser sur le continent africain. Justement. Maintenant, en quoi est-ce que cette méthodologie du président Donald Trump fonctionne ici? Parce que on peut se dire, mais pourquoi les États africains ne se tournent pas directement vers la Chine, la Russie, ainsi de suite? Mais c'est parce que aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont ces éléments de pression. C'est pourquoi ils choisissent les matières sur lesquelles ils imposent les droits de douane. Et les États africains n'ont pas cette capacité de répliquer en disant, mais vous nous imposez des droits de douane sur telle matière, mais vous voulez que nous exportons vers vous des matières premières qui vous sont nécessaires. Mais aujourd'hui, puisque les États africains ne sont pas en mesure de se rendre dans cette confrontation avec les États-Unis, ils sont obligés de céder. Oui, ils sont obligés de subir. Mais dans ce sens, la balance va de plus en plus vers la recherche de nouveaux partenaires, ce qui, quand cette politique des États-Unis d'Amérique va continuer sur le long terme, ne leur sera pas forcément avantageux. Alors, je reviens un peu sur la zone de libre-échange. Si au niveau de l'Afrique, elle était déjà effective, est-ce que l'Afrique ne pourrait pas réussir à tirer ses marrons du feu par rapport à ces nouveaux tarifs douaniers? Et en plus, croyez-vous que l'Afrique va pouvoir tirer une leçon de cette, disons, mésaventure, hein? Alors, deux choses. La première, la ZLECAf, la zone de libre-échange, concerne les États africains à l'interne. À l'interne, dans le sens où ça profite à la libre circulation à la fois des personnes, des marchandises, des biens au sein du continent entre États. Alors, c'est une mesure qui est souhaitée depuis maintenant plusieurs années. Alors, elle n'est pas encore effective à 100%. Je pense que ce qui bloque surtout, c'est une volonté manifeste de plusieurs États, même au sein de certains espaces dits plus avancés sur la question comme la CEDEAO. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des frontières qui sont fermées au sein de la CEDEAO. Donc, ça met en mal la mise en place de cette machine. Parce qu'il faut se dire, si la ZLECAf était effectif, eh bien, ce sera une machine de guerre commerciale digne de ce nom, capable d'inverser les courbes commerciales qui ont longtemps été en défaveur du continent. Et dites-vous qu'en matière de chiffres, et là j'aborde le deuxième point, le continent a moins de flux à l'interne qu'avec l'extérieur. Et c'est ce qui inquiète en réalité. C'est-à-dire, à l'intérieur, vous avez une démographie importante au sein du continent. Vous avez une croissance économique qui est tout le temps en hausse. Chaque année, la croissance est entre 1 à 5%, ce qui est le contraire de plusieurs États occidentaux qui fluctuent entre moins 1 à 1% au grand maximum. Donc, vous avez le milieu capable de développer quelque chose de pérenne en ce qui concerne les échanges, l'économie et le commerce. Mais
les États africains ne l'exploitent pas à 100%. Ils préfèrent mener des échanges avec les États-Unis, avec la Chine, avec les États européens, et j'en pense. Alors que entre États africains, prioriser ces échanges, oublier les droits de douane sur le transport des marchandises, des biens et même des personnes, ce serait un avantage conséquent en réalité pour nos économies. Et je pense que c'est ce que mettait en avant M. Kwame Nkrumah en disant qu'il fallait mettre en avant l'échange commercial entre États africains, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que plusieurs États africains souffrent de cette décision de Donald Trump, justement parce qu'ils n'ont pas priorisé les échanges à l'interne et ont plutôt préféré se calquer sur les échanges à l'externe. Et ça, aujourd'hui, ça ne marche plus sous Donald Trump. Il va falloir certainement trouver d'autres partenaires, mais sans entrer dans le même piège, parce que les autres partenaires aussi ont leurs impositions, ont leurs priorités, qui ne sont pas forcément les mêmes que nos priorités. Et je pense que c'est ça aujourd'hui que les dirigeants politiques doivent comprendre. Ils doivent comprendre surtout que ce n'est pas en allant vers la Chine, la Russie ou la Turquie que tous les problèmes qu'on a traversés avec les États occidentaux vont se terminer du jour au lendemain. Non. Je pense qu'il faut partir sur une véritable stratégie politique, sur une véritable diplomatie économique, capable de prendre en mesure justement nos priorités et capable aussi d'assimiler que ce n'est pas forcément les États occidentaux qui vont nous apporter un plus. Si on se calque sur une politique de développement à l'interne, sur une politique de l'industrie verte, sur une agriculture offensive, sur la concentration d'une sécurité alimentaire digne de ce nom, eh bien, on peut aller vers les États africains comme le Nigeria, qui ont une démographie excellente, capable d'apporter un plus à nos productions. Et c'est ça ce que les dirigeants politiques devraient plus comprendre. Ce n'est pas forcément le changement de partenaire qui va, sur la durée en tout cas, nous apporter un plus favorable. Ce qui est certain, et je finis là-dessus, c'est que les États-Unis de Donald Trump ne vont plus changer de ligne, ils ne vont plus revenir en arrière. Et comme l'a dit le président Patrice Talon, c'est peut-être une opportunité qui s'offre à ces États africains. Cette politique étrangère de Donald Trump qui semble être dure, qui semble être conservatrice, qui semble être extrêmement fermée aux Américains, c'est peut-être une opportunité pour les Africains de s'affranchir déjà idéologiquement, de s'affranchir déjà au niveau économique et de s'affranchir bien sûr au niveau géopolitique afin d'imposer leurs priorités aux autres États. Nous nous rendons du côté de l'Allemagne, traditionnel allié d'Israël. La pression monte sur le gouvernement allemand face à la situation à Gaza. Alors, l'extermination des 6 millions de Juifs continue quand même de peser sur l'Allemagne, d'où aujourd'hui nous avons une relation qualifiée d'État. Oui, justement, l'Allemagne se retrouve dans une situation ambivalente, très complexe au regard de son histoire avec le nazisme et en même temps aujourd'hui face aux réalités du droit international qui sont constamment violées par les Juifs, par Israël à Gaza. Et donc c'est un moment très crucial pour l'Allemagne de jouer, surtout pour le nouveau régime en place, de pouvoir jouer ce jeu en respectant à la fois, en veillant à la fois au respect des droits humains depuis la déclaration de ces droits humains et surtout à l'encontre de l'Allemagne, parce que l'Allemagne était l'un des garants de ces droits humains, vu que l'Allemagne a été à l'origine de tout ce qui a pu se passer. Et aujourd'hui, l'Allemagne doit également, en dehors de garantir ces droits humains, doit pouvoir faire face à son passé lié au nazisme. Donc aujourd'hui, la question qui se pose et à laquelle l'Allemagne devrait répondre, c'est de voir
nous avons déjà dépassé suffisamment l'histoire quand il s'agit du nazisme. Et puis, nous avons soutenu Israël depuis le début de cette offensive, des attaques du 7 octobre. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que il faut se mettre du côté du droit international. Nous avons suffisamment été guidés par notre passé et maintenant, le côté du droit international devrait être la priorité. Et ce qui doit se faire aujourd'hui, c'est bien cela, mais ce serait très difficile pour l'Allemagne de le faire, vu les relations étroites développées avec Israël au fur de plusieurs années de collaboration. Et donc, on espère voir l'Allemagne aujourd'hui vraiment se positionner comme un acteur qui, à la fois, joue dans le camp du respect des droits de l'homme, du respect des principes défendus par la Charte des Nations Unies et en même temps ne pas être prisonnier de ce passé qui chaque fois revient quand il s'agit de la question palestinienne. Alors justement, nous savons tous, hein, et Martial Akwete l'a dit tout à l'heure, qu'après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a choisi comme leitmotiv le droit international et le respect du droit international et des droits de l'homme. Alors, face à ce qui se passe du côté de Gaza, dites-nous un peu, vous, en tant qu'expert en relations internationales, est-ce que du côté de Berlin, on est impuissant face à cette situation ou alors on refuse tout simplement de prendre position? Alors, il n'y a pas que l'Allemagne concernée par cette question vraiment ambiguë. Est-ce qu'il faut soutenir Israël? Est-ce qu'il faut continuer à soutenir Israël ou simplement soutenir la cause humanitaire face à ce drame et désastre qu'on constate depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza et même aux alentours de cette bande. Et vous l'avez constaté, avant de venir à l'Allemagne, je peux citer des alliés traditionnels de l'État d'Israël qui, en tout cas, sont désormais mesurés dans leur soutien face à Israël. Même si c'est des propos traités d'ambivalents, de complexes, d'ambigus et de tous ces adjectifs, on constate que ce n'est plus le même traitement face à Israël. Vous êtes certes nos amis, vous êtes certes nos amis historiques, nos alliés historiques, mais quelque chose se passe. Et on ne peut pas rester dans cette posture assez longtemps. On ne doit pas continuer à soutenir la barbarie, à soutenir des tueries, à soutenir cette guerre ignoble contre des enfants, contre des femmes non armées. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et je pense que la violence manifeste d'Israël à l'encontre des civils dans la bande de Gaza a montré suffisamment l'absence d'humanité de cet État et particulièrement de Benjamin Netanyahou. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que pour revenir à l'Allemagne, et ça c'est une notion fondamentale, l'Allemagne est héritière un tout petit peu de ce que le nazisme avait créé et semé dans les années 39-40. Mais ce n'est plus le même Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne aujourd'hui épouse les doctrines des droits de l'homme et de ce village planétaire qui respecte les droits humanitaires. Mais se séparer d'Israël, qui est son allié traditionnel, c'est en quelque sorte se renier aussi, se renier face à son histoire. Mais de l'autre côté, ça semble aussi complexe puisqu'il y a une pression à l'intérieur de l'Allemagne aujourd'hui, où les voix s'élèvent contre ce soutien à Israël, puisque on est en train de dire oui, on ne veut plus de ce passé génocidaire ou de ce que vous voulez, mais vos alliés traditionnels, votre allié traditionnel Israël est en train de mener la même chose que c'était le cas en 39-45. C'est vrai, il n'y a pas de chambre de gaz. Cette fois-ci, il n'y a pas de camp de concentration. Mais la bande de Gaza aujourd'hui ressemble à un grand camp de concentration à ciel ouvert. Et c'est de ça qu'il est question. Une précarité sans pareil. Exactement. Et même l'acheminement des aides humanitaires a du mal
à venir dans la bande de Gaza, sans parler des médicaments, sans parler des accès prioritaires à ceux qui sont malades, qui est aujourd'hui impossible. Et c'est ce que dénonce aujourd'hui la société civile en Allemagne. Et pour finir, je pense véritablement que le gouvernement de M. Merz sera confronté à ce changement, que ce soit positif ou négatif. C'est-à-dire, si du jour au lendemain, il décide de ne plus soutenir Israël, bien sûr, il y a une base politique qui sera frappée par cette décision. Et on pourra avoir de nouvelles élections anticipées. Hein? Ça peut bien sûr conduire à cela, puisque c'est un gouvernement qui n'est pas tout à fait... qui n'a pas tout à fait une force et qui joue l'équilibriste en réalité sur plusieurs sujets, déjà sur le sujet européen, sur le sujet économique et maintenant sur cette question de la diplomatie, surtout liée à Israël. Donc, je pense que le gouvernement de M. Merz marche sur des œufs et il sera suivi véritablement avec beaucoup d'attention sur ses déclarations, sur ses opinions vis-à-vis de la question d'Israël, que ce soit en positif ou en négatif. Alors justement, dans son intervention, il a parlé de l'acheminement de l'aide humanitaire, hein, comme bon nombre de chefs de diplomatie des pays occidentaux. Le chef de la diplomatie de l'Allemagne s'est également rendu du côté de Gaza. Il a également fait le même constat que l'aide humanitaire a du mal à être acheminée au niveau de Gaza, mais pas plus. Oui, c'est justement la difficulté. On constate entre griffes impuissants ce qui se passe. On fait les déclarations, mais on est tous d'accord sur le fait que les déclarations en vrai ne vont pas changer grand chose. Et aujourd'hui, c'est cette responsabilité qu'on appelle les États européens à pouvoir concrètement changer quelque chose, parce que la situation dans la bande de Gaza est tellement critique qu'il faut vraiment y veiller, il faut vraiment y prêter attention quand il s'agit de l'acheminement de l'aide humanitaire, puisque là, si rien n'est fait, ou si des actions ne sont pas concentrées davantage pour régler cette problématique, les États européens et même les États américains, je veux parler des États-Unis spécifiquement, vont se retrouver plus que jamais dans une situation où ceux-ci renient même les fondements de leurs États, le respect de l'humanité, le respect des droits humains, ces principes cardinaux sur lesquels ces États se sont fondés et qui, pour eux, devraient prévaloir partout dans le monde. Et donc, c'est remettre en cause ces principes-là qui, de plus en plus, vont les rendre fragiles vis-à-vis du monde de la scène internationale, je veux dire, et vont permettre l'émergence de nouvelles puissances qui vont devoir donc promouvoir, vont remettre en cause déjà ces principes, vont remettre en cause la crédibilité de ces États vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza et qui vont proposer d'autres alternatives. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous aurons l'opportunité aujourd'hui, si les choses continuent comme ça, d'avoir accès à une nouvelle vision, à une nouvelle perspective du monde en dehors de ce que l'Europe, ce que le vieux continent a pu suffisamment divulguer à travers le monde et de ce que les Américains aussi ont pu faire intégrer au monde entier. Et donc, nous sommes dans un changement d'air avec ce qui se passe fondamentalement à Gaza et ce que aujourd'hui l'on peut espérer de l'Allemagne. Bien sûr, les déclarations sont faites, c'est que l'Allemagne doit pouvoir se responsabiliser en
se détachant de cette histoire liée au nazisme et en se rendant compte que aujourd'hui il faut faire preuve de réalisme. Ce qui se passe aujourd'hui, soutenir ou rester silencieux face à tout ce qui se passe à Gaza, c'est d'une manière ou d'une autre se retrouver dans cette Allemagne nazie qu'on avait pu constater. Et c'est prendre la mesure de pouvoir aujourd'hui dire clairement que nous sommes à un moment donné où nous prenons position, nous décidons de soutenir le droit international et d'avoir le courage et l'audace d'assumer les conséquences, parce que les conséquences, il y en aura forcément. Maintenant, tout dépend de la volonté ou de la capacité de l'Allemagne à pouvoir vraiment supporter les conséquences par rapport aux mesures ou aux décisions que celle-ci prendra vis-à-vis de la situation à Gaza. Alors, vous parlez de conséquences et ça nous amène tout droit du côté des États-Unis. Après des déclarations provocatrices russes, Washington a ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires. Le Kremlin a titillé par le biais de son ancien président. Aussitôt, Washington a réagi. Oui, Washington, sous Donald Trump, est dans un rôle offensif, c'est-à-dire réagir tout de suite aux déclarations, alors que la diplomatie, ce n'est pas tout le temps attiser le feu. Est-ce que le président Trump connaît ce mot, diplomatie? Non, il ne le connaît pas. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. C'est pas quelqu'un qui, surtout sous cette mandature, il est très véhément, il est à l'offensif, il émet de grands discours sans la touche diplomatique, et c'est surtout ça ce qui lui fait défaut aujourd'hui, c'est qu'il utilise un langage familial dans des discours qui sont censés... Il réagit et réfléchit après. Exactement. et je pense qu'on connaît tous aussi Dimitri Medvedev, il est un peu dans cette mesure, il fait de grandes déclarations sans mesurer les portées politiques et géopolitiques. Mais moi, je pense... Oui, mais est-ce qu'il peut le faire sans l'aval du président de la République? Justement, c'est 2 hommes qui se connaissent très bien et qui sont surtout sur les mêmes longueurs d'onde. Mais Vladimir Poutine joue aussi à un jeu de cache-cache en réalité, c'est-à-dire il se cache derrière les propos de Dimitri Medvedev. Il en a fait peut-être son porte-parole et il se dédouane toujours à chaque fois avec des déclarations apaisantes. Non, la Russie est toujours dans la posture de négocier. Avec l'Ukraine, ça n'a jamais changé. Et je peux comprendre aussi la démarche de Donald Trump parce qu'il veut mettre fin à une guerre dont il n'a pas forcément... Il n'a pas les manettes, voilà. Exactement. Et ça devient de plus en plus complexe parce qu'il est parti de grandes déclarations, c'est-à-dire mettre fin à la guerre en quelques jours, sinon en 24 heures, ensuite en quelques jours. Là, on est à plusieurs mois et la guerre n'est pas près de s'arrêter. Ouais, malgré qu'il ait reçu le président de l'Ukraine, Zelensky, malgré qu'il ait organisé plusieurs rencontres entre l'Ukraine et la partie russe et parfois avec les Occidentaux qui sont souvent écartés, eh bien, il n'a pas réussi à mettre fin à cette guerre. Et on se rend compte que la Russie bombe de plus en plus le torse vis-à-vis de l'Ukraine. La Russie est en train d'exiger des choses dans ce traité de paix s'il est signé un jour. Et ça fâche énormément les partenaires occidentaux et ça rallonge évidemment les négociations. Et donc la guerre est toujours c'est devenu une drôle de guerre comme entre 18 et 39, c'est-à-dire des belligérants qui sont en guerre mais qui manifestement ne veulent plus aller en guerre, qui sont essoufflés et les forces sont essoufflées. Tout le monde est essoufflé dans cette guerre. Donc Donald Trump multiplie les déclarations qui n'ont pas d'effet réel, qui n'auront pas d'effet. Pour moi, je pense que c'est juste une déclaration de surface, une nouvelle fois, pour contraindre le monsieur Poutine à peut-être revoir sa carte pour accélérer le processus de négociation de paix. La deuxième chose, c'est que Donald Trump, avec cette déclaration, n'a pas
une ligne droite qu'il suit en réalité. Il était parti sur le principe de sanctionner la Russie en 50 jours, il me semble. Bah non, on a ramené ça à 10 jours maintenant. Au mois de juin, c'est ramené à 10 jours, donc les 10 jours prennent fin le vendredi. Au mois de juin, c'était encore 50 jours. Alors, il y a quelques jours, c'est devenu 10 jours. Et ces 10 jours se terminent dans quelques... Vendredi. Et je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il va mettre en application ces déclarations, notamment la sortie de ces sous-marins nucléaires. Les déployer, en réalité, c'est d'une certaine façon provoquer frontalement la Russie, qui a une tête nucléaire, il ne faut pas l'oublier. Donc, où est-ce qu'il veut déployer ces sous-marins nucléaires? Est-ce dans la mer Baltique? Est-ce dans la mer Noire? Enfin, qu'il soit plus précis. De toutes les façons. Et là, on va comprendre que ces déclarations sont sérieuses. Moi, je pense que c'est des déclarations qui sont très loin d'être sérieuses et que c'est peut-être pour activer une manette capable de faire réagir Vladimir Poutine pour apaiser les tensions dans cette partie de l'Europe. Alors, justement, parlant de Donald Trump, il a dit « Des mots comptent et peuvent avoir des conséquences imprévues. J'espère que ce ne sera pas le cas. » Il a écrit sur son réseau social Trump. Oui, et justement, c'est surprenant que... Bon, en fait, c'est pas tout à fait surprenant que ça vienne de Trump, mais c'est un peu... comment je vais le dire, c'est curieux parce que lui-même, il a fait tellement de déclarations allant dans ce sens et si on devait prendre chaque fois au sérieux ce que Donald Trump dit et qu'on devait réagir en conséquence, je veux parler de la Russie, de la Chine, ça aurait été une catastrophe un peu partout. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que les deux acteurs, que ce soit les États-Unis ou la Russie, sont d'accord depuis très longtemps de ne pas franchir certaines lignes, même si ces lignes-là, on ne le dit pas ouvertement. Peut-être que le téléphone rouge a arrêté de sonner. Non, c'est difficile parce que si le téléphone rouge arrête de sonner, ça ne sera pas seulement une question de la Russie et des États-Unis, c'est le monde entier qui serait embrasé. Et donc, les deux acteurs sont très bien conscients de cette réalité et savent qu'ils connaissent les lignes rouges. À ne pas franchir. Oui, à ne pas franchir. Et donc, ce sont des déclarations, une fois de plus, puisque dans la résolution de ce conflit, on a pu constater pendant un long moment un silence, bien sûr que Donald Trump affirme du fait que les négociations avancent, mais de la partie russe, il n'y a pas concrètement de réaction. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Voilà, c'est peut-être un moyen d'attirer davantage l'attention des Russes sur le fait que, ben là, il faut que les choses avancent vraiment. Mais c'est une situation compliquée, c'est comme on le dit, c'est facile d'entrer en guerre, mais sortir, c'est plus difficile. Il y a tellement d'enjeux parce que les gouvernements de part et d'autre ont des contraintes qu'ils ne contrôlent pas forcément. Aujourd'hui, la Russie ne pourrait pas sortir de ce conflit en gagnant le plus de choses possibles, le plus d'éléments possibles, parce qu'elle est en position de force. Et l'Ukraine, aujourd'hui, ne va pas lâcher prise aussi comme ça, parce que les Occidentaux estiment qu'il n'est pas question que l'Ukraine s'en sorte comme ça, parce que eux-mêmes, ils ont investi pendant longtemps et suffisamment dans cette guerre. Donc, chacun veut pouvoir sortir de ce conflit, de cette guerre, en étant gagnant. Et pour que cela puisse se faire, il faut beaucoup de concessions, il faut beaucoup de compromis que, visiblement, chacun des partis concernés ne sont pas encore prêts à céder. Surtout la Russie qui reste très claire et figée sur ses positions. Ce que cette guerre, pour moi, a d'ailleurs révélé, c'est que les États occidentaux sont en réalité des entrepreneurs de la violence. Ouais. C'est la grande leçon qu'on retient de cette guerre, parce que les partis, surtout les personnes civiles qui souffrent des affres de cette guerre, ils en ont un peu marre. Pourquoi ne pas accepter un traité de paix? Pourquoi ne pas accepter, même si, parce qu'il faut être d'accord là-dessus, c'est que après une guerre, rien n'est plus jamais pareil. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu des concessions de part et d'autre, il y a des territoires qui ont été perdus, il y a eu des désarmement de certains États.
Pareil pour la Deuxième Grande Guerre, l'Allemagne a été dénazifiée, l'Allemagne a accepté le partage, l'Allemagne a accepté d'une part qu'il n'y ait plus d'équipement militaire pendant un certain moment, et tout ça, c'est les conséquences de l'après-guerre. Oui, mais justement, aujourd'hui, on refuse, on contraint l'Ukraine à refuser des propositions de la Russie, même si c'est à l'avantage de la Russie. L'objectif, c'est la fin de la guerre. D'accord? L'objectif, c'est que la Russie est aujourd'hui en position de force, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais quand on veut mettre fin à une guerre, il faut accepter les contraintes de cette fin de guerre. Et ça bloque au niveau des Européens aussi. C'est ce qu'il faut aussi, ce sur quoi il faut insister, c'est que cette guerre, au cœur de l'Europe, a révélé en réalité que les États européens, en tout cas une bonne majorité qui soutiennent l'Ukraine, sont en réalité des entrepreneurs de la violence qui misent malheureusement sur des intérêts pécuniaires post-guerre. Oui, mais il parle d'entrepreneurs de la guerre. Est-ce que quelque part aussi, le président du Conseil de sécurité russe n'en est pas un quand il dit, je cite, « Chaque nouvel ultimatum lancé est une menace et un pas vers la guerre ». Donc, il faut comprendre quelque chose en Russie, c'est comme M. Hamzat venait de le dire, les déclarations du président du Conseil de sécurité russe, justement, sont des déclarations bien sûr autorisées par le Kremlin, parce qu'il ne pourrait pas faire des déclarations sans la bénédiction du voilà, Kremlin. Justement. Et donc, ces déclarations ont été toujours remises en cause parce que celui-là, bien qu'étant président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, n'est pas vraiment celui qui prend des décisions qui puissent vraiment changer quoi que ce soit. On a très souvent dit même que sa présidence avait été une présidence téléguidée. De façade. Voilà, gérée par le président Poutine. Et donc, on se rend compte, aujourd'hui, est-ce qu'il faut accorder beaucoup de crédibilité à ce que dit le président Dmitry Medvedev? Pas forcément, mais on peut tirer des sous-entendus russes, parce que c'est justement à cette fonction que le président Dmitry Medvedev se livre. En le suivant pertinemment, on peut comprendre les intentions ou les visées de la Russie, et c'est pourquoi ces déclarations chaque fois attirent l'attention des Américains et du monde, parce qu'on se dit, il y a forcément quelque chose. Si cela est pas, voilà, il y a forcément quelque chose qui se prépare. Donc, on essaie de comprendre. Peut-être le retour à la guerre froide, hein? Oui, non, mais on est déjà en pleine guerre froide, hein, avec non, Hamzat n'est pas d'accord. Non, on n'est pas en guerre froide du tout. C'est le commencement ou bien? Vous savez, la période de la guerre froide, qui s'est achevée selon certains sociologues et historiens la chute du mur de Berlin en 91-92, a mis en place un système mortifère en réalité. Il y a eu plus de morts sous la guerre froide que durant la Première Guerre mondiale. On parle de 38 à 40 millions de morts pendant la guerre froide. C'est-à-dire une guerre qui est dite froide. Oui. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la même dimension. C'est pas comme si les États-Unis et la Russie s'affrontaient sur d'autres terrains, ce qui était le cas au moment de la guerre froide. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de guerre formelle, mais quand même, il y avait eu des affrontements de part et d'autre, que ce soit en Corée, que ce soit en Afrique, que ce soit même au cœur de l'Europe avec la Bosnie, la Serbie, etc. Donc, je pense que ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas en guerre froide, mais nous sommes dans une guerre, comme je disais, une drôle de guerre. C'est-à-dire, vous avez des belligérants, en tout cas de potentiels belligérants, qui s'envoient des invectives, qui se font une guerre de communication tout le temps sans jamais passer à l'action. Je ne vois pas du tout Donald Trump attaquer un intérêt russe avec les sous-marins nucléaires. Je ne le vois pas. Et je ne vois pas non plus les missiles balistiques russes attaquer l'Europe, le cœur de l'Europe. Je ne le pense pas non plus, parce qu'ils savent également... Donc c'est juste une guerre de mots. C'est une guerre de surface. D'accord. C'est une guerre de surface qui, pour l'instant,
ne va pas à l'avantage des Ukrainiens et de certaines populations russes au cœur de cette guerre. Mais mettre fin à cette guerre aujourd'hui, c'est surtout accepter sa défaite. C'est de ça qu'il est question. Je pense que accepter sa défaite, l'Ukraine, dans un premier temps, et l'Europe qui a été le soutien continu aussi de l'Ukraine dans un second temps, ça ne passe pas aujourd'hui. Accepter cette défaite sous les contraintes de M. Poutine, ça ne passe pas. Et enfin, je pense que les propos de Dimitri Medvedev traduisent clairement une partie de la pensée de M. Poutine. C'est une certitude, parce que je le disais tantôt, c'est deux hommes qui se connaissent très bien, qui parlent souvent de la même voix. Sous la présidence de M. Medvedev, on a constaté que, en fait, c'est Poutine qui parlait, exactement, qui parlait à travers la voix de M. Medvedev. Et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire, M. Medvedev parle à travers le silence de Poutine. C'est-à-dire, il révèle le silence de Poutine au monde entier. Mais c'est aux autres aussi d'être mesurés et surtout d'être diplomates. La diplomatie est en train de mourir petit à petit. Le multilatéralisme déjà est vidé de son esprit, est vidé de son essence. Et la diplomatie également, l'art même de la diplomatie, qui consiste à apaiser tout le monde, qui consiste à mettre en avant un discours apaisant, est en train de disparaître petit à petit. On voit que Donald Trump préfère répondre sur Twitter ou sur son réseau social que d'aller vers une communication officielle de sa diplomatie vis-à-vis de certains propos qui pourraient être belligérants. Voilà, chers amis internautes, c'est avec cette intervention de notre invité Hamzat Abdoulaye que nous mettons en terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, où j'ai reçu pour vous également Martial Akouete. Merci Martial. Merci. Toute l'équipe vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis sur EZAE Télévision, la télévision de l'excellence.